Maintenant, on va faire la deuxième partie de la partie 3. Nous avons déjà vu les modes et mécanismes d'association entre un module Wi-Fi et un point d'accès. Si vous n'avez pas déjà vu ça, donc je vous invite à revenir vers la partie 3.1 sur laquelle j'explique les méthodes et les mécanismes d'association entre un point d'accès et un module Wi-Fi. Alors, la phase à suivre, après la phase d'association, il y a le mécanisme de transfert de données. Ça veut dire que le point d'accès et aussi le module Wi-Fi, ils ont des trames à envoyer, ils vont les envoyer chacun à l'autre de façon régulée. Alors, qui va réguler le transfert? Le transfert sera organisé par le point d'accès dans le mode infrastructure, donc c'est le point d'accès qui va réguler le transfert de données. Mais malheureusement, on n'a pas qu'une seule liaison entre le point d'accès, ne gère pas qu'une seule liaison entre module Wi-Fi et le point d'accès, non. Il gère plusieurs modules Wi-Fi qui sont associés au même point d'accès. Et tous les modules Wi-Fi veulent envoyer leurs données. Alors, comment on va gérer le transfert des trames des différents modules Wi-Fi et comment le point d'accès va réguler ce transfert-là? C'est ce qu'on va voir dans la partie 3.2. Alors, concernant le mécanisme de transfert de données, ou autrement dit, comment le point d'accès gère ou ordonne le transfert des trames entre le module Wi-Fi et le point d'accès, ainsi que les différents Wi-Fi et le point d'accès. Module Wi-Fi et le point d'accès. Donc, la méthode, elle est appelée CSMA-CA. Il est inspiré de sa collègue CSMA-CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, de l'Ethernet. Alors, cette technologie-là est utilisée dans le système Ethernet. Donc, dans le système Ethernet, chaque machine est libre de communiquer à n'importe quel moment. Et ça, c'est équivalent dans le cas Wi-Fi aussi. Alors, la machine vérifie qu'aucun autre message n'a été envoyé en même temps, bien sûr, en faisant la méthode d'écoute. Il va écouter si autre utilisateur utilise le support en même temps. Autrement dit, voilà, il va patienter pendant un temps aléatoire pour avant de commencer à émettre. Si le support il est libre, donc il va dire tiens, personne n'utilise le support, plusieurs personnes utilisent le câble Ethernet, et donc je peux m'attribuer le support, je peux envoyer. Mais attention, dans le cas de Wi-Fi, deux stations communiquent avec le même récepteur, qui par exemple le point d'accès, ne s'entendent pas forcément. Le cas, l'exemple est ici. Ici, donc, on a le point d'accès au centre, on a PC1 et PC2. Ils sont très éloignés entre eux, de telle sorte que PC1 ne peut pas voir les ondes de PC2. PC2 ne peut pas voir les ondes de PC1. Alors, si on suit la même méthode CSMA-CD, détection de collision, le PC2 va écouter, il va entendre que le support est libre, donc il va décider à émettre, en même temps que PC1 doit aussi, il va écouter, il ne va pas entendre les trames de PC2, parce qu'ils seront très atténués, et donc il va dire que le support il est libre. Donc il va quand même essayer de transmettre, et là, oups, on aura collision. Donc on a besoin de créer une nouvelle méthode qui va gérer la transmission des trames entre les modules Wi-Fi de telle façon à éviter ce problème-là. Et cette méthode-là, c'est la CSMA-CA. C'est la collègue de la méthode ALOA. Alors, je vous ai laissé déjà dans la première partie qui est la partie théorique au format PDF, je vous ai déjà laissé le cours sur l'accès multiple et la méthode ALOA. Donc la CSMA-CA, Carrier Sense with
quel sens multiple access with collision avoidance. On va éviter les collisions. Donc voilà, c'est quoi la CSMA-CA, comme j'ai déjà annoncé, with collision avoidance, incluse dans la fonction. DCF, c'est quoi? Distributed Coordination Function, c'est la fonction de distribution coordinative de la couche MAC. Cette fonction-là, elle est incrustée dans la couche MAC afin de gérer la communication de plusieurs dispositifs, modules Wi-Fi, de façon centralisée. Voilà. Utilise un mécanisme d'esquivage de collision basé sur la méthode d'accusé de réception réciproque entre l'émetteur et le récepteur. On va le voir, bien sûr, étape par étape, en détail, la procédure CSMA-CA. Alors, comment fonctionne la CSMA-CA? Donc, la station voulant émettre écoute le réseau. Premièrement, le module Wi-Fi, par exemple, qui veut émettre, va, premièrement, élaborer une phase d'écoute. Après la phase d'écoute, c'est le réseau est encombré, la transmission va être retardée. Voilà. Si le média, maintenant, il est libre, il n'entend rien, l'accès radio, il est libre, il n'est pas utilisé par d'autres modules Wi-Fi, la station, ou le module Wi-Fi, transmet un message RTS, ce qu'on appelle Ready to Send. Ready to Send, c'est un message du module Wi-Fi vers le point d'accès dans notre cas d'exemple, avec les informations, le volume de données qu'il veut émettre, ce module Wi-Fi, et la vitesse de transmission qu'il va utiliser. Alors, le récepteur, dans notre cas d'exemple qui est le point d'accès, va répondre avec un message CTS, ce qu'on appelle le message Clear to Send, que reçoit toutes les stations de base. Bien sûr, sera reçu par le module Wi-Fi qui a fait l'émission de RTS et par les autres voisins. Les autres modules ou les autres modules Wi-Fi voisins. La station effectue donc l'émission des données. Lorsque la station, ou là, le module Wi-Fi qui a reçu le CTS, qui est concerné, celui qui a envoyé la requête, il va recevoir le CTS. La station effectue l'émission, alors qu'il a reçu le CTS, effectue l'émission des données. Effectuer l'émission des données sujet de la requête RTS. À réception de toutes les données, lorsque le point d'accès, notre exemple, cas d'étude, reçoit toutes les données, il va envoyer au module Wi-Fi un ACK, ce qu'on appelle un accusé de réception. Voilà, qui va accuser la réception de toutes les données qui ont été envoyées par le module Wi-Fi qui a pris l'accès au support. Toutes les autres stations voisines vont patienter alors pendant le temps calculé à partir de ce qu'on appelle le Clear to Send. À partir du message Clear to Send, ils vont calculer le temps sur lequel ils vont patienter avant de faire une autre transmission. Une demande de transmission ou d'accès au support. Donc, on va expliquer premièrement l'instant 0. C'est l'instant où j'ai station A1 jusqu'à station 4 sont des modules Wi-Fi associés à un point d'accès et que les 4 stations désirent envoyer des données. Donc elles ont déjà leur trame prêt. Avant d'envoyer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont générer un chiffre aléatoire. Ce chiffre aléatoire représente ce qu'on appelle le temps en unité d'attente. Ici, par exemple, station 1 a tiré le nombre aléatoire 10 d'unités de temps d'attente, ce qu'on appelle le back-off window. Station 2, 9, station 3, back-off window 3, station 4, le back-off window 5. Alors, c'est le temps d'attente avant d'essayer d'émettre une trame. Alors, ce qui va acquérir la station 3 qui a le plus faible, le plus petit back-off time, ou temps d'attente, va commencer à partir de 3 unités de temps à essayer d'émettre. Il va trouver que le temps
que le canal n'est pas occupé. Alors, il va envoyer les données. Il va envoyer cette RAM au point d'accès. Pendant ce temps-là, les autres vont écouter, ils vont trouver que la station 3 a déjà émis. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réduire leur back-off time de 3 unités. Ici, donc 5 moins 3, c'est 2. Station 2, c'est 6, c'est 9 moins 3, c'est 6. Et la station 1, 10 moins 3, ça va donner 7 unités. Vu que la station 3, elle a déjà commencé à émettre. D'accord? Bien sûr, pour générer la seconde trame, la station 3, pour faire une nouvelle transmission, la station 3 doit générer encore aléatoirement un nouveau back-off time. Il a généré le 9 unités. Alors par la suite, celui qui va émettre, ça c'est évident, c'est la station 4. Parce qu'il a le plus faible back-off time. Pardon. Alors, par la suite, il va générer pour l'émission d'une seconde trame, il va générer son back-off time aléatoire, un autre back-off time de 10 unités. Les autres, ils vont décrémenter leur temps d'attente, leur back-off time, et ils vont attendre. Station 3, donc 9 moins 2, c'est 7. 6 moins 2, c'est 4. Et 7 moins 2, c'est 5. Et ainsi de suite. C'est comme ça, donc chaque station aura toutes les chances d'acquérir le support de transmission avec cette méthode-là. Donc, voyons maintenant quelques cas d'utilisation que la méthode CSMA-CA résout. Donc, la première problématique, c'est le hidden node. Ça veut dire le node caché. C'est quoi un hidden node? Ça veut dire que c'est un PC2, c'est un node, c'est un ordinateur, c'est un module Wi-Fi qui est caché par rapport au module Wi-Fi PC1. Pourquoi? Parce qu'il est hors son écoute radio. Les ondes sont tellement affaiblies que PC1 ne peut pas entendre les trames de PC2, et même PC2 ne peut pas entendre les trames de PC1. Mais heureusement, dans ce cas-là, PC1 envoie une request to send à l'access point. Cette request to send ne va pas arriver bien sûr à PC2, même s'il est en broadcast. PC2 ne pourra pas entendre cette requête-là, vu qu'il sera très atténué. Alors, ce qui va se passer, c'est que lorsque l'access point reçoit le request to send, il va générer une requête broadcast aussi, clear to send, qui sera bien sûr vers le PC1. Cette requête-là va être reçue en parallèle à PC2, et comme ça PC2, même s'il est caché par rapport à PC1, il va recevoir ce CTS, il va comprendre que le support de transmission il est occupé. Donc voilà comme la méthode CSMA-CA a résolu le problème du hidden node, ou du node caché. Donc la deuxième problématique que la CSMA-CA résout, c'est la problématique de l'exposed node. Alors c'est quoi un node exposé? On se pose dans ce cas-là. C'est quoi ce cas-là? On a un module Wi-Fi qui est connecté à l'access point 1. Et on a PC2 qui est un module Wi-Fi qui est connecté à l'access point 2. Alors le problème qui arrive ici, c'est que lorsque PC1 envoie les informations, il faut un request to send, clear to send. Alors si PC2 demande, désire envoyer ces informations à l'access point 2, il a le droit de le faire. Il va, dans un premier temps, écouter le support. Alors là,
il va recevoir les données de PC1. Il va les écouter. À ce point-là, qu'est-ce qu'il va déduire? Que le support il est occupé. Alors, il ne va pas transmettre. Donc, et on est dans le cas du problème de l'exposed node. Alors qu'il a le droit de transmettre. Parce que access point 2, il est différent d'access point 1. Alors, comment la CSMACA résout ce problème? Très simplement. Donc, PC1, lorsqu'il veut accès au support, il envoie ce qu'on appelle une requête, request to send. Alors, PC2, lui aussi, il est en train d'écouter. Il va entendre le request to send. Si PC2 entend le request to send, est-ce qu'il va décider d'arrêter la transmission s'il veut transmettre access point 2? Non. PC2 ne va arrêter la transmission que s'il va écouter la CTS, reçoit la CTS. Alors, puisque l'access point elle est loin de PC2, alors il ne va pas recevoir de CTS de l'access point 1. Et donc, il va dire que ce RTS n'est pas destiné à l'access point 2. Il va décider de faire quoi? D'entamer la procédure RTS à SCTS, demande de transmission à l'access point 2. Et comme ça, on n'aura pas de problème. PC2 pourra communiquer à l'access point 2 en même temps que PC1 communique à l'access point 1, même si on est présent dans la situation de l'exposed node. Alors, pour résumer le transfert de données avec CSMACA, donc on va prendre station 1, station 2 et un point d'accès. Donc la première phase, comme on a dit, c'est la phase d'écoute. C'est le fait de générer un back of time et de faire un temps de silence avant et puis d'écoute avant de entamer la demande d'accès au support radio. Voilà. À la fin de ce temps silence, il y a ce qu'on appelle la préémission. Ça veut dire demander l'accès au support et cette demande-là, il sera dirigée au point d'accès. Donc, une ready to send qui contient la taille de la trame à envoyer et le débit qui sera utilisé. Le point d'accès va envoyer un clear to send, ça veut dire une autorisation pour envoyer vos données. Cette autorisation va être reçue par station 1 et la station 2 qui sont en compétition. Alors station 2 va comprendre qu'il doit se mettre en silence pour ne pas perturber la communication pendant le temps de la transmission. La station 1 donc, va commencer à envoyer ces données lorsqu'il a reçu le CTS, va commencer à envoyer ces données. À la fin de la réception des données là, le point d'accès va envoyer ce qu'on appelle un acquittement. Il va acquitter les données reçues. Cet acquittement-là, bien sûr, sera reçu partie très probablement par, bien sûr, station 1, c'est sûr, par station 2 aussi. Et donc, à ce point-là, station 2 va déduire que le temps où station 1 a occupé le signal est terminé. Donc, il doit attendre son temps de silence, puis commencer la demande d'autorisation pour l'accès, elle aussi, au support. Discutons maintenant la transmission de plusieurs trames, ce qu'on appelle la notion de interframe space, là l'espace entre trames. Ça veut dire c'est le temps que la station de base, que la station radio ou le module Wi-Fi doit attendre avant d'envoyer la trame suivante. C'est-à-dire il a envoyé une première trame, il doit attendre le interframe space, le temps interframe space, avant d'envoyer, plus le back of time, avant d'envoyer la seconde trame. Alors, la durée d'attente dépend du type de la trame et de leur priorité. Et on a 3 temps d'attente. Le premier, c'est le short SIFS, c'est le short interframe space. C'est le temps le plus court, il est de l'ordre
de 10 microsecondes dans la norme 802.11g, utilisé pour les trames d'acquittement, les CTS frame, acknowledgement frame, access point replay frame, frame sent from access point to module Wi-Fi, that use de ce qu'on appelle le power control mode, pour le power control mode. Le deuxième temps, de l'ordre de 30 microsecondes, ce qu'on appelle intermediate waiting time, temps moyen, nommé point coordination function interframe space, PIFS. C'est un temps moyen qui peut être utilisé aussi pour les trames de gestion et aussi de données. Le DI, donc le temps DIFS, c'est Distributed Coordination Function Interframe Space. D'accord? C'est le temps le plus long parmi les temps d'attente pour les trames à faible priorité ou pour les trames standards de données standards. Donc, c'est généralement le temps qu'il faut attendre plus le back-off time avant de transmettre, de demander l'accès au support et de transmettre une seconde trame de données. Un autre point très important dans la CSMA-CA pour éviter les interférences entre plusieurs modules Wi-Fi, ça veut dire une collision, c'est la notion de Network Allocation Vector, un NAV. NAV, c'est un temps d'estimation de la transmission. Donc, on a dit que lorsque un module Wi-Fi désire envoyer l'information, désire l'accès aux ressources radio, il envoie, donc il a généré le back-off, il a attendu, il envoie le RTS au point d'accès. Le RTS, il contient quoi? La taille des données envoyées et le débit. À partir de là, à partir de ces données-là, il inclut dans le header, dans le RTS, dans l'entête du RTS, il inclut ce qu'on appelle un vecteur NAV. C'est le temps estimé pour qu'il envoie ces données. Donc il l'envoie, le récepteur qui est par exemple le point d'accès va recevoir le RTS, il va générer un clear to send. Bien sûr, il va générer un SIFS, temps d'attente rapide, parce que ce sont des trames de contrôle. Puis il va générer le CTS. Dans le CTS, dans le header de CTS, il est inclus un NAV CTS, request to send. Ce NAV-là, bien sûr, il est petit par rapport à un NAV RTS parce qu'il prend en charge le temps de réception de la RTS et l'envoi de la CTS. Donc, puis, le transmetteur radio envoie la trame de données, c'est-à-dire envoyé, puis on a l'acquittement, et c'est la fin, cet acquittement, ça, c'est le temps NAV RTS. Le NAV RTS, donc c'est le temps depuis l'envoi de la RTS jusqu'à l'acquittement, ça veut dire le temps de l'envoi de toutes les données, de toute la trame, des données envoyées entre le module radio et l'access point, et l'acquittement. Et le CTS NAV, c'est le temps entre l'envoi du CTS et sa réception au temps d'acquittement. Donc ces deux informations, le premier, le NAV RTS, il est inclus dans la trame RTS, et le NAV CTS inclus dans le header de la trame CTS. Ces deux temps-là, ils seront reçus par les autres modules radio qui désirent l'accès au support partagé. Alors, lorsqu'ils vont recevoir ça, ils vont différencier leur transfert pour ne pas créer d'interférence. Ils font différencier leur transfert. S'ils ont reçu le RTS
du NAV RTS, ils ont reçu le CTS du NAV CTS, puis ils vont ajouter leur DIFS avec le back-off avant d'accéder au support. Donc c'est ça de façon globale la méthode d'accès au support. Donc essayons de faire un résumé exemple qui va expliquer étape par étape la procédure que je viens de calculer avec les temps et tout. D'accord? Donc, PC1, on va faire ça selon les étapes. PC1 et PC2 désirent envoyer leur information au point d'accès. Alors, PC1, I need to send data to the access point. Il veut envoyer data access point. PC2 a aussi des trames à envoyer à l'access point. Alors, la première phase, comme on a dit, c'est le back of time. C'est générer un temps aléatoire. Donc, PC1 va générer un back of time. Il a généré 12 unités de temps. Le PC2 n'a pas eu de chance. Il a généré un back of time de 28 unités de temps. Alors, c'est clair, celui qui a le plus faible back of time, c'est celui qui va acquérir le support. Donc, PC1 va acquérir le support de transmission et PC2 ne va pas acquérir le support. Il doit attendre. Voilà. Maintenant, dans la phase 3, PC1, il sait qu'il a acquis le support. Donc, il a envoyé son RTS. Donc, I'm going to transmit data. I need to reserve the channel for a duration. Il a estimé que le temps pour envoyer cette rame doit prendre une durée de 20 unités de temps. Donc, la durée globale sera quoi? Ce sera le temps pour envoyer la data, pour plus le ISFS time, pour l'acquittement, IFS time, pour l'acquittement, plus le temps pour recevoir l'acquittement. Donc, il envoie l'estimation du temps dans son RTS, plus la durée. Alors ici, le PC2 va recevoir cette rame RTS. Someone is sending data and I need to change my nav. Donc il sait que le vecteur de temps à attendre a changé. Donc ici, avant son back-off time, c'était quoi? C'était 28, mais 28 moins 12, c'est 16. Alors, il va ajouter le 20 unités de temps qui est estimé pour transmettre les données de PC1 puisqu'il a reçu ces 20 unités de temps via le RTS ou bien le CTS. Donc, il a ajouté son nouveau NAV, son nouveau temps d'attente. C'est 16 plus les 20 unités de temps estimées. Donc, son NAV maintenant est de 36. Il va décompter, il va attendre que PC1 transmet toutes ces données au point d'accès. Bien sûr, lorsque la durée proche, donc arrive à écoulement, l'access point, qu'est-ce qu'il va faire? Il a reçu ces données, c'est l'étape 6, il a reçu les données, il acquitte. Il envoie l'acquittement. Donc PC1 reçoit l'acquittement, donc les trames, pour lui, les trames qu'il a estimées à envoyer, la trame qu'il a estimée à envoyer de données a été reçue. Et là maintenant, il va générer un temps d'IFSS d'attente, d'IFS d'attente, avant d'envoyer la seconde trame. Pour le PC2, il va continuer son décompte. Normalement, c'est moins 20. Il a reçu, lui aussi, il a reçu l'acquittement de PC1. Mais s'il n'a pas reçu, il fait automatiquement le décompte. Il est arrivé à quelle étape? Il a arrêté de IFS time countdown. Il est arrivé à 16. Pourquoi? Parce que avant il était à 16, mais il a ajouté le 20. Puisque le 20 unités se sont passées, vu que PC1 a transmis toutes ces données, il a reçu l'acquittement. Donc automatiquement, c'est 36 moins 20, c'est 16.
Et maintenant, son DFS time, son temps d'attente, c'est 16. Donc, il va décompter son temps d'attente. Puis, il va essayer de transmettre. Donc, le temps est terminé. Donc, maintenant, il a le droit d'acquitter le support. Mais PC1 va attendre le temps des IFS. Donc, comme ça, donc chaque PC1 a pris son temps et PC2 a aussi pris contact du support. Donc, ici, quelques paramètres radio avancés. On a ce qu'on appelle le beacon interval, le temps de la trame balise, intervalle entre trame balise. Par défaut, j'ai déjà dit que c'est 100 millisecondes, mais on peut le modifier. D'accord? DTIM interval, c'est la zone de compte informant les clients Wi-Fi associés du mode en veille, dans le cas d'un mode économie d'énergie. Le module Wi-Fi peut ne pas fonctionner dans tout le temps. Alors, pour éviter ce fonctionnement tout le temps et épuiser les batteries, si on passe un certain temps, on va informer qu'on est passé en mode silence et on va réveiller le module Wi-Fi le temps où on veut transmettre les données. Le préamble type, langue ou champ, la préambule. La préambule, c'est, on va le voir lorsqu'on va voir la couche physique, c'est un ensemble suivi de 1 et de 0 pour synchroniser l'émetteur et les récepteurs avant de commencer l'envoi de la trame. Donc le préambule dépend de la type de la technologie radio utilisée. Il est généralement long ou petit, ça veut dire la taille de la préambule. C'est donc un long préambule, un long suite de 0 et de 1 pour la synchronisation, petit préambule, petit temps de 0 et de 1 pour la synchronisation. Et il faut choisir un court préambule si le réseau il est beaucoup de points d'accès, donc le réseau il est chargé. La fragmentation threshold, c'est le seuil au-dessus duquel les paquets seront fragmentés. C'est le seuil de fragmentation des paquets. Plus le seuil bien sûr est élevé, plus les conséquences d'une mauvaise réception de paquets seront importantes, car il faut les retransmettre en entier. Si vous faites un grand paquet, lorsque le paquet sera envoyé en gros, s'il est mal reçu, on doit retransmettre tous les octets. D'accord? Donc il faut bien choisir le fragmentation threshold. Le RTS threshold, c'est la taille du paquet de données à partir de laquelle l'émetteur va faire une demande de droit de parole afin qu'un autre émetteur ne fasse d'émission au même moment. Ça veut dire c'est le temps où je vais exiger la taille, où je vais exiger à transmettre une trame. Donc cette valeur est à diminuer dans le cadre d'un réseau avec beaucoup de trafic, bien sûr, c'est le réseau beaucoup de trafic afin d'éviter beaucoup de collisions. Parce que si le RTS est grand, je vais envoyer de gros paquets, de gros trames, et si j'envoie de gros trames, je serai plus sujet aux interférences et aux collisions. Donc, on a finalisé cette troisième partie, donc je vous remercie. Donc, rendez-vous à la quatrième partie. On va parler des caractéristiques des standards du 102.11, couche physique, puis la couche MAC. Je vous remercie de votre écoute.